Bonjour à tous, donc aujourd'hui on fait la petite séquence trimestrielle désormais traditionnelle où je prends le temps de répondre à toutes vos questions. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, je réponds aux dernières questions que vous m'avez posées sur la vidéo du trimestre dernier. Et si vous voulez que je réponde à vos questions, vous les mettez en commentaire de cette vidéo et uniquement en commentaire de cette vidéo. En principe, je réponds à toutes vos questions, sauf si j'ai tourné et que votre commentaire est arrivé après, auquel cas ce sera sur la vidéo suivante. C'est du 100% interactif. Alors c'est pas du 100% direct parce que plutôt que de faire un direct, je préfère prendre le temps de réfléchir un peu aux réponses que je vais vous apporter. Après tout, on est sur le slogan de la chaîne, c'est la chaîne anti-bullshit. Et dans un monde où on est plutôt sur la valorisation de l'immédiateté que de la qualité, moi, comme d'habitude, je prends un peu le contre-pied. Alors, on attaque tout de suite avec vos questions du trimestre dernier. Alors, la première, c'est une question de Laure qui me dit nouveau DPE plus achat dans l'ancien d'une petite surface pour étudiants égale investissement de court terme. Alors, bon, je suppose qu'à travers les propos de Laure, il faut entendre qu'effectivement, les nouveaux DPE, en tout cas les DPE, sont un peu plus défavorables à isolation équivalente pour les petites surfaces que pour les grandes surfaces. Parce qu'on a, pour même surface habitable, plus de déperdition par les murs, etc. Par ailleurs, si vous devez le corriger par de l'isolation, ça va peut-être être un peu plus compliqué, en tout cas par de l'isolation par l'intérieur, puisque vous allez tout de suite avoir une réduction de place proportionnellement plus importante. Donc, effectivement, c'est plutôt défavorable. Après, ça ne veut pas dire que toutes les petites surfaces sont à exclure. Donc, il faut voir comment c'est isolé, il faut voir d'où on part. Si vous partez avec le nouveau DPE d'en haut du E, par exemple, c'est pas pour moi dramatique. Sachant que le E, on est sur 2034, ça va sûrement, à mon avis, être un peu moins sévère qu'ils annoncent parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Et puis au pire, même si vous êtes en haut du E, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour passer en D. Après, si effectivement vous commencez sur une petite surface déjà en bas du F, c'est compliqué. Après, bon, ça dépend aussi de l'ancienneté de l'immeuble. Moi, j'ai refait un DPE sur une petite surface de 20 mètres carrés il n'y a pas longtemps, même si j'en ai pas beaucoup de studios début des années 2000. Voilà, c'était en fin du D, donc c'est passé correct. Et puis, il y a aussi petite surface ou petite surface. Effectivement, moi, j'ai pas en dessous de 20 mètres carrés parce que j'aime bien avoir des biens dans lesquels j'aurais bien aimé vivre et le seul appart quand j'étais étudiant que j'ai pas trop aimé, où je me sentais moins bien, il faisait 17 mètres carrés et déjà je trouve que c'est un peu limite. Donc si on parle d'un studio de 14 mètres carrés, effectivement, mais moi-même hors DPE, j'aime pas trop les studios de 14 mètres carrés, même bien placés, etc. Donc bon, voilà grosso modo pour la réponse que je peux apporter à cette première question. Donc la seconde question, c'est CB qui me demande « Je vais partir 3 semaines à l'étranger. Mon objectif, c'est de faire un break en totale déconnexion. Donc pas de consultation de mail, ni joignable sur mon numéro de téléphone habituel qui est connu de mes locataires. Comment préparer mon absence vis-à-vis d'eux, au cas notamment où un aurait une urgence ?» Alors, ce qu'il dit, c'est que je prévois de contacter chacun d'eux avec le mail de son tiers de confiance qu'ils contacteront uniquement en cas d'urgence. Mais il me dit, j'y vois 2 inconvénients. Le premier, c'est que je dévoile forcément mon projet de voyage, potentiellement source de jalousie. Et deuxièmement, finalement, j'initie un contact. Il y en a avec qui j'ai pas eu de contact depuis des années et ça me va très bien. Est-ce que ça va pas être un prétexte à mon retour, à qui me recontacte pour des petites broutilles sur lesquelles ils m'auraient jamais contacté, source de tracasserie? Alors, c'est marrant parce que ça fait écho à une réflexion que je me faisais récemment, finalement, ces petites demandes intempestives des locataires pour pas grand-chose. Alors effectivement, si c'est un gros truc, c'est tout à fait légitime. Ou quand il y a un problème, je me disais finalement, quand je serais passé en mode indépendance financière, j'aurai plus de temps et ça m'embêtera moins. Et en fait, je m'aperçois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que avant, quand j'étais salarié, finalement, ça m'embêtait d'avoir une tracasserie, souci de locataire à gérer. Mais finalement, c'était qu'un problème de plus à gérer dans ma journée. Là, en fait, quand ça arrive, finalement, c'est le truc qui va, entre guillemets, un peu me pourrir ma journée par rapport à une journée zen et où j'étais libre.
je vais avoir le souci à gérer. Donc c'est vrai que, bon, je fais un petit aparté là-dessus, mais c'est quelque chose qui me surprend. Je pensais que le plus de temps m'allait dire, bah ça passera comme une lettre à la poste maintenant, je ne devrais pas courir pour le faire, j'aurai tout mon temps. En fait non, plutôt que d'être un problème de plus à gérer que j'avais dans mon travail, etc., en faire un de plus le soir quand on en a réglé une dizaine, mais non, c'est plutôt par rapport à une journée plus agréable, c'est le truc qui va la rendre une journée dommage, il y a un truc pas sympa aujourd'hui. Alors, bon, j'ai fait une petite aparté, je te réponds à ta question. Alors c'est vrai que finalement, quand toi t'inities un contact avec le locataire, ça peut, t'as pas tort, hein, ça peut initier qu'il en profite pour te demander un truc qu'il n'aurait pas fait sinon si c'était lui qui avait dû prendre l'initiative de te contacter. Moi, je l'avais très bien remarqué d'ailleurs avec l'envoi des quittances. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs, formateurs qui font la pub, alors souvent parce qu'ils ont une commission d'affiliation pour tel logiciel d'envoi automatique des quittances, comme ça ils n'ont plus à s'en occuper, etc. Ça le fait tous les mois et après on n'en parle plus. Je veux dire un truc, moi je ne le fais pas pour cette raison. C'est-à-dire que je n'envoie les quittances qu'aux locataires qui me l'ont demandé de façon régulière ou qui me le demandent ponctuellement. Parce que j'avais remarqué, quand au début je l'avais fait à tout le monde de façon systématique, que finalement la sollicitation venait toujours d'une réponse le lendemain à l'envoi de la quittance, en disant ben voilà, il est en train de m'envoyer une quittance, il doit être en train de s'occuper de ça, je ne vais pas le déranger, pour que je caricature un peu, une ampoule grillée entre guillemets, alors que je n'aurais pas de ma propre initiative envoyé un mail si j'avais pas eu ce flux entrant. Voilà. C'est un peu la vision que les locataires peuvent avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça voilà, que moi j'ai arrêté l'envoi des quittances quoi qu'il arrive. Je les envoie à ceux qui les demandent, point. Et donc, le fait que tu vas envoyer un mail à des gens que tu sollicites, etc., c'est pas tout à fait faux que ça peut amener à qu'ils réagissent finalement et qu'ils te demandent quelque chose qui sinon ils n'auraient pas demandé. Donc je vais évacuer la première, hein, parce que le côté mon projet de voyage, jalousie, comme tu le disais, tu peux toujours dire que c'est professionnel, et moi c'est ce que je parle jamais de voyage, je suis en déplacement. Tu dis tu es en déplacement, c'est pas du mensonge, c'est peut-être de l'omission, mais tu es en déplacement, après ça les regarde pas, tu es en déplacement à l'étranger, hors réseau, etc., et tu ne seras pas joignable, et c'est pour ça que la suite. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment le choix, hein. C'est soit on donne un tiers de confiance par numéro de téléphone, etc., comme ça, si on veut faire la déconnexion totale, soit l'autre solution, c'est de donner accès à sa boîte mail ou de renvoyer sa boîte mail pour que ce soit lui qui les consulte s'il y a un problème. Ou alors, mais ce n'est pas une déconnexion totale, que voilà, tu ne sois pas joignable par téléphone, mais que tu puisses regarder les mails en disant on ne contacte que par mail. Donc il n'y a pas de solution miracle sur le côté totale déconnexion sans les avertir. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc moi, j'ai jamais finalement été jusqu'à demander une totale déconnexion, y compris par mail. Ça a pu m'arriver par téléphone. Par mail, je dis, voilà, le contact par mail reste possible et j'aurai quelqu'un pour voir avec vous si je ne suis pas là. D'ailleurs, pour limiter aussi un peu ces abus maintenant, à la signature du bail, et je le précise dans le bail, le numéro de téléphone que je donne et le mail que je donne, je mets entre parenthèses, joignable, heure ouvrable, consulter, heure ouvrable. C'est un peu par rapport à l'écho que je disais, s'il y a une petite broutille, je préfère éviter de le savoir le samedi en milieu d'après-midi. Ça limite un petit peu, et finalement, s'ils étaient par une agence, c'est un peu ce qu'ils auraient, quoi. Donc, ils ne sont pas censés m'appeler à 22h30 le soir. Bon. Alors après, à vous de voir, hein, si y en a, il dit je préfère être appelé à 22h30 qu'ils ne sachent pas gérer la fuite d'eau et que mon appart soit défoncé. Donc c'est un équilibre à trouver, chacun se fait son avis là-dessus. Donc ensuite, une question de Marc. Bonjour Julien, que me conseilles-tu d'acheter comme appartement dans une ville moyenne de province avec école et une université? De plus, je dispose d'un apport. Dans une ville de province, prix abordable, etc., avec une université, une ville bien étudiante, ce qui marche très bien, moi c'est le T2, parce que je vois que mon T2, ils sont en croisement entre la demande des étudiants qui s'embourgeoisent, qui veulent plus que du studio, bon, notamment soit ceux qui sont en couple, soit ceux qui ont papa-maman derrière, etc., et qui peuvent se permettre, et à la croisée des jeunes salariés, souvent célibataires, donc ça fait vraiment un panel important pour finalement diversifier. Et d'ailleurs, moi, mes T2, je les diversifie entre des étudiants où je sais que ça va changer un peu l'été, mais je ne les mets pas tous aux étudiants pour ne pas avoir tous mes studios qui tournent en juin, mes T2, pardon, qui tournent en juin. J'ai des jeunes salariés, voilà, qui n'ont pas le même profil, etc. Donc,
dans une configuration comme ça, je pense que c'est pas mal le T2, ville de province étudiante, c'est bien, quoi. Après, bon, évidemment, ça dépend du budget, etc. hein, mais à voir. Mais moi, j'ai préféré collectionner plusieurs T2 que faire des gros trucs de coloc, etc. Chacun son truc après. Alors, ensuite, j'ai une question de Romain qui me dit « On me conseille d'investir, de ne pas investir hors centre-ville. Qu'en penses-tu » Alors, bon, j'ai envie de dire, déjà, tu dis on me conseille. Qui te conseille c'est tonton René, c'est tata Jacqueline, qui c'est parce que finalement, dans le monde actuel de Twitter où tout le monde se croit compétent pour avoir un avis sur tout, il ne faut pas forcément écouter tout le monde. Enfin, moi, je le vois dans mon activité, les gens se permettent de juger alors qu'ils n'ont pas la connaissance. Je vois encore ce matin, j'ai eu un avis sur mon livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Pourtant un avis positif, hein, je crois, 4 étoiles, mais qui met c'est dommage qu'il y ait quelques fautes d'orthographe. Alors bon, déjà des fautes, ça a été déjà tellement corrigé par moi et par les lecteurs qui me les ont envoyés qu'au pire, je pense qu'il en reste 3-4. C'est déjà trop, mais c'est pas plus. Et ici, tu as un exemple, l'auteur écrit après qu'il a, ou un truc comme ça. Enfin, au lieu de que j'écris après qu'il a, au lieu d'après qu'il est, quoi. Sauf qu'en fait, la vraie orthographe, après que, c'est l'indicatif, c'est pas le subjonctif. Donc en fait, la personne explique que je fais une faute d'orthographe alors que c'est lui qui sait pas comment on écrit. Et ça, dans le monde actuel, on le voit partout. Donc quand quelqu'un te dit tu devrais faire, déjà la première question à te poser avant de te dire est-ce que c'est vrai ou pas, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a une légitimité là-dedans? Est-ce que c'est un investisseur immobilier avec beaucoup d'expérience, etc. Est-ce qu'il a en gros une légitimité par son parcours, par son expérience pour te donner ce conseil? C'est la première chose à se poser comme question quand on nous donne un conseil pour savoir s'il est pertinent ou pas. Une autre question sur les investissements crowdfunding dans les énergies renouvelables. Que penses-tu des projets qui ne sont pas sur une centrale photovoltaïque donnée, mais qui sont donnés comme telle entreprise pour son développement? Alors, cette question elle est en écho avec une vidéo et un article que j'avais fait sur les investissements crowdfunding dans les énergies renouvelables, puisque j'expliquais que ça avait les avantages du crowdfunding rendement intéressant, sans les inconvénients, le risque associé. Donc, bon, re-regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais effectivement, là, moi, ce que je parlais comme intérêt, où c'était beaucoup plus sécure que le reste du crowdfunding, c'était quand on était sur un projet d'énergie renouvelable de centrale donnée, puisqu'il y avait un tarif de rachat garanti. Quand là, on vous dit telle entreprise, machin, c'est du crowdfunding pour son développement, entre guillemets, c'est pas associé à un projet. Donc, on retrouve de l'emprunt finalement, comme si on n'était pas dans l'énergie, dans un secteur donné, où l'alternative, c'était l'emprunt bancaire. Donc, on n'est pas vraiment dans ce que je disais. Pour moi, vraiment, dans ces investissements énergie renouvelable crowdfunding, en gros, on a la ceinture, c'est de prendre un projet vraiment identifié, et pas telle entreprise, c'est pour son développement. Et les bretelles, c'est de prendre une entreprise dont la maison mère est assez importante pour avoir une réputation à défendre, en gros, pour ne pas pouvoir prendre un risque de réputation. EDF, Engie, Total Energy, CNR, des entreprises comme ça que vous connaissez de près et où il y a peu de chances qu'elles s'amusent à faire défaut sur un petit projet de crowdfunding, vu les conséquences que ça engendrerait pour elles. Et puis ceinture, bretelles et parapluie. Où est le parapluie? Vous allez me dire, le parapluie, ça n'existe pas en investissement. Il y a toujours un petit risque, même si vous laissez votre argent sur le compte courant, si vous laissiez 150 000 € sur votre compte courant, vous êtes au-dessus de la garantie des dépôts. On voit qu'à Chypre, il y a eu pendant la crise des comptes qui ont été rabotés, etc. Donc le parapluie ne peut pas exister. Mais déjà là, vous avez ceinture et bretelles. Donc ensuite, on a Laurent qui me demande « Que penses-tu de la classe d'actifs du crowdfunding? C'est pour moi la plus intéressante en termes de couple rendement-risque. 10-12%, zéro défaut sur certaines plateformes depuis leur début. » Je te renvoie aussi à ma vidéo sur le crowdfunding dans les énergies renouvelables, parce que ce que je dis, c'est que quand tu as une entreprise lambda qui emprunte à 10%, alors qu'elle pourrait emprunter à 3% à la banque, peut-être que la banque ne lui prête pas. Donc ça, c'est le risque du crowdfunding. Par contre, tu as des cas spécifiques, soit parce qu'il y a des enjeux de communication, soit parce qu'il y a à la fois des enjeux de communication pour faire accepter les projets, et parce qu'il y a des bonus quand on fait du crowdfunding, mais des bonus financiers, où là, en gros, il y a une explication rationnelle à pourquoi aller proposer des rendements de 5-6%. C'est pas 10 ou 12, de 5-6%, alors qu'on pourrait avoir moins en empruntant à la banque.
Et donc là, c'est gagnant-gagnant. Moi, je fais que ça en crowdfunding. Je fais vraiment que énergie renouvelable pour cette raison-là. Le crowdfunding, par exemple, immobilier qui fait 10-12% avec zéro de défaut, bon voilà, il y a quand même des défauts quand on regarde sur certaines plateformes. Donc la garantie, pour moi, n'est pas assez sécure pour que j'y mette mon pognon en gros. Donc je vous remettrai dans la description de la vidéo ce fameux article sur le crowdfunding énergie renouvelable pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc ensuite, Martin qui me demande quel est pour moi le principal intérêt et le principal inconvénient du Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon alors en préambule, hein, je rappelle que je suis plus un spécialiste d'immobilier, de bourse et d'investissement en général, comme mes livres, notamment mon best-seller immobilier et mon livre de bourse en témoignent, qu'un spécialiste crypto-monnaie où j'ai plutôt une approche pragmatique. Bon, je vais quand même essayer de répondre avec ce disclaimer effectué. Alors pour moi, le principal avantage du Bitcoin, maintenant surtout que l'Ether est passé en Proof of Stake, et donc qui est le principal Proof of Work qui doit faire 94% des modèles Proof of Work, je crois que j'ai lu récemment, c'est le côté réserve de valeur. Le côté réserve de valeur, pour moi, doit être associé au Proof of Work. Et dans ce cadre-là, finalement, le côté réserve de valeur, le Bitcoin a un avantage puisque finalement, il suffit de 24 mots à prendre par cœur, appris par cœur pour retrouver, entre guillemets, sa valeur, ses bitcoins, n'importe où dans le monde. On prend un contexte vraiment extrême où on doit fuir, voilà, où nos capitaux sont bloqués, enfin on voit ce qui se passe en Russie. Imaginons que des choses similaires, voire pires, avec des sanctions arrivaient en France, et que vous ayez besoin de fuir et que vous vouliez sauver une partie de votre patrimoine. On imagine que tous vos comptes sont bloqués, vos comptes en France, mais aussi vos comptes à l'étranger parce que vous êtes un résident français, hein, c'est un peu ce qui arrive aux Russes. Donc, vous pouvez fuir, effectivement. Alors, on avait l'or qui faisait réserve de valeur, parce que finalement, l'or faisait réserve de valeur, admis comme monnaie, et puis parce que en ratio valeur sur poids, finalement, ça pouvait être emmené facilement. Mais c'est quand même des choses que vous devez avoir dans la poche sur vous si vous fuyez avec de l'or, il y a des frontières à passer, vous pouvez vous le faire voler, etc. Le Bitcoin, personne ne sait que vous avez appris 24 mots dans votre tête, hein, tant qu'on ne sait pas lire dans les cerveaux. Donc, voilà, c'est le côté réserve de valeur, son principal avantage du Bitcoin théorique, si il perdure en tout cas. Vous savez qu'avec ces 24 mots, vous accédez à votre wallet n'importe où dans le monde, une fois que vous avez réussi à être à l'abri. Dans un scénario catastrophe, hein, bien sûr, je parle de réserve de valeur dans un scénario catastrophe. Son principal inconvénient, alors, vous attendez sûrement que je parle du coût énergétique, mais moi je ne vais pas aller là-dessus, parce que le coût énergétique, comme je dis, c'est associé au côté Proof of Work, qui, pour moi, est quand même ce qui assure ce côté réserve de valeur, avec le plafond aussi, mais bon, quand même. Je dirais que c'est plutôt les questions qu'on commence à se poser sur la fongibilité du Bitcoin. C'est-à-dire, voyez, vous avez 2 Bitcoins sur un wallet A, vous avez 2 Bitcoins sur un wallet B, le wallet B en reçoit 0,1 qui sont ici dans le portefeuille vérolé, entre guillemets, où il y a eu des transactions, enfin qui viennent du crime organisé, voilà, des bitcoins un peu frauduleux. Et puis le portefeuille B qui a désormais ses 2,2 en transfert 0,5 au wallet A. Et le wallet là, s'il veut retransférer un bitcoin, on peut dire ils sont avec les autres, etc. Donc on a un peu ce problème, ces questions de fongibilité. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes, ce qui fait qu'il y aurait des bons et des mauvais bitcoins parce qu'ils ont été, entre guillemets, verrouillés. C'est à mon avis peut-être le principal inconvénient, en tout cas un des risques que j'identifie moi aujourd'hui avec ma connaissance un peu, pas non plus le plus grand spécialiste. Alors, il y a Lionel qui me pose une question bourse. Compte tenu du crack actuel, pourrais-tu s'il te plaît faire une mise à jour de ta liste des potentielles actions de la prochaine décennie ? Et surtout, partager tes arguments en faveur de telle ou telle action, est-ce qu'elle a un mot, etc. Alors, déjà, je pense que cette question fait écho avec un article que j'avais fait sur le blog en début 2019 de mémoire, où je m'interrogeais sur l'action de la prochaine décennie, où j'avais fait une liste de 5-6 actions, donc qui étaient dans l'hypergrowth, dans la tech, etc. C'était moins à la mode qu'elles l'ont été après avec le Covid, avant qu'elles rechutent ces actions. Mais je vais vraiment avoir du mal à répondre comme tu le souhaiterais pour refaire une analyse, parce que en fait, moi, c'est pas ma cible privilégiée et mon cercle de compétences privilégié ce genre d'entreprise. C'est-à-dire que cette liste, alors certes, elles ont été avec le Covid, la tech, etc., le numérique, sous le feu de la rampe un an après, mais c'était pas prévu quand je l'ai fait. Moi, c'était plutôt un peu des
ticket de loto avec plus de chances de gagner qu'un ticket de loto à horizon 10 ans que j'avais listé comme ça. C'était pas vraiment une analyse purement financière de Moat, etc. Et donc plus dans un esprit, voilà, on y met 3, 4, 5% de portefeuille boursier, mais pas plus. Et un peu au feeling, entre guillemets, plutôt que sur une pure analyse financière. C'est un peu, moi je sais que j'ai fait un petit peu de private equity. Quand tu fais du private equity, que tu fais le business angel pour investir dans des startups, alors en tout cas quand tu vas dans les meilleures startups sélectionnées par les incubateurs aux États-Unis, bah, tu vois, parfois tu es face à une bonne idée, tu as le fondateur et on te propose d'investir en seed, donc c'est le premier tour de table, à 25 millions. Et donc l'idée est bonne, voilà, ils ont déjà été bien présélectionnés pour être dans les meilleurs incubateurs américains. C'est pas la start-up qui dans ta ville de province vient de se créer à la CCI hier matin. Et en fait, à un moment donné, tu demandes combien ils sont dans la start-up et tu vois qu'ils sont deux, le fondateur et puis son cofondateur et puis peut-être un employé, voilà, ils sont 2 ou 3 et le truc on te dit c'est 25 millions. Alors 2 ou 3 salariés, 25 millions pour le truc qui a été créé il y a peut-être un an, on dit waouh, c'est hyper trop cher. Sauf que, en fait, ce que tu investis, c'est un peu cette même idée. C'est que tu mets une petite partie de ton portefeuille, tu ne vas pas mettre 20%, dans cet esprit de ticket de loto, parce que ce genre de start-up, voilà, il y en a qui sont devenus des licornes, et si tu fais x100 et que tu mets 2000 euros, finalement, ça fait 200 000 à l'arrivée. Mais tu sais bien que 25 millions, par rapport à ce que tu vois dans le business, c'est trop cher. Donc, en gros, tu investis plus avec un certain feeling, avec, tu dis, ça peut donner quelque chose, mais c'est un peu du pari de la prévision. Tu vois, c'est pas vraiment du pur investissement pour moi, c'est presque je sais plus dans quel livre, je crois que c'est le premier pour les débutants, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Je disais, mettez 90% de votre portefeuille sérieux, vous appliquez votre méthode rationnelle bout par bout, et puis vous en éloignez pas, et vous l'appliquez, vous y tenez, et puis laissez-vous 10% de soupape de sécurité pour faire ce qui vous chante, ce qui vous passe par la tête quand vous avez envie de faire un truc, etc., même si ça ne rentre pas dans votre process. Et bien en fait, ça voilà, moi, ces actions de la décennie, c'est pareil, un peu comme les investissements en private equity, c'est dans mes 10% de soupape de sécurité, où je me lâche, où j'oublie tout ce que je fais rationnellement sur les 90% du reste de mon portefeuille, pour pouvoir être capable émotionnellement de me tenir à ce process rationnel sur le reste de mon portefeuille en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment te répondre directement, déjà parce que ce n'est pas mon cercle de compétences et ce n'est pas la façon dont j'avais imaginé cette liste de la prochaine décennie. Moi c'était plus voilà, sur un peu de feeling sur finalement la petite partie non rationnelle du portefeuille. Donc ensuite une autre, donc Julien, contenu toujours très très intéressant, etc. Bon, peut-être quelques petits compliments, hein, c'est toujours bon à prendre. Je crois que tu gagnerais encore, notamment en nombre d'abonnés, à aborder des sujets plus personnels comme le golf que tu sembles apprécier, pas moi, lol. Avec ton approche des choses, on verrait, je pense, l'état d'esprit et le mindset que tu as développé pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Ça pourrait aussi être très enrichissant. Bien à toi. Alors, je ne dis pas tant de choses personnelles que ça. En tout cas, je ne fais pas vraiment de films de ma vie, etc. Parce que c'est un peu le slogan de ma chaîne. J'ai mis en sous-titre la chaîne anti-bullshit, la chaîne d'investissement anti-bullshit. Donc, je ne veux pas forcément faire comme les autres. Puis, je n'ai pas forcément envie de m'exposer plus que ça, finalement. J'ai envie de dire, moi, je ne suis pas dans le fake it until make it, comme certains font, en exposant une vie qu'ils n'ont pas encore pour essayer de vendre des formations, etc. Voilà. Moi, la vie d'indépendance, de liberté, je l'ai déjà, finalement. Donc, je fais un petit peu de business avec mes livres à côté parce que ça m'amuse. Je continue à parler de mes investissements parce que ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà. Mais ce n'est pas un besoin fondamental, en fait. Donc pour ça que je le fais assez peu. Alors, c'est marrant que tu parles du golf parce qu'effectivement, pourquoi je me suis mis au golf? Alors pourquoi tu le sais déjà? Parce que je pense que j'ai dû mettre une ou deux photos sur Insta, ou mon compte Insta, c'est peut-être le seul qui est un peu mélangé avec un compte perso et puis ce que je parle sur mes investissements. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup moins d'abonnés sur mon compte Insta que sur YouTube ou sur LinkedIn, où c'est plus sérieux en fait. Déjà parce que je l'ai lancé beaucoup plus tard, mais je suis pas assez jeune hein, pour ça. Je pense que je tape encore avec les index et pas avec les pouces. Ou alors je commence un peu avec les pouces, mais ça va moins vite. Mais
Mais voilà, donc bon, tu as dû le voir là-dessus. Donc déjà, vous pouvez vous abonner à mon compte Insta parce que je vais peut-être faire quelques trucs dessus si c'est pas fait. Et puis sur le golf, alors pourquoi je me suis mis au golf en fait? C'est marrant, au golf, je me suis mis quand j'ai arrêté le salariat et que j'ai commencé mon indépendance financière au bout de 6 mois à peu près. Et pourquoi en fait? Parce que je me suis aperçu que d'un seul coup, j'avais plus d'objectifs. J'avais plus d'objectifs parce que dans mon boulot, j'avais les objectifs. Alors, ce n'était pas toujours les objectifs qui me plaisaient ou que j'avais envie de faire, mais en gros, j'avais des objectifs pour aller jusqu'à la fin de l'année. J'avais mon objectif d'indépendance financière. Finalement, il fallait mettre beaucoup de choses en œuvre pour enfin l'atteindre. Puis d'un seul coup, une fois que j'avais arrêté le salariat et puis que l'indépendance financière, entre guillemets, je la vivais, d'un seul coup, j'avais plus d'objectifs. Et finalement, quand on a eu 15 ans d'une vie avec des objectifs, ça me manquait. Et le golf a été assez idéal pour ça parce que c'est un truc qui paraît facile et qui en fait l'est pas du tout, qui est particulièrement frustrant parce que le geste n'est pas simple. Alors en plus, on n'y arrive pas et qui c'est qu'on voit revenir du parcours au tout début, là où nous on n'a pas encore le droit d'y aller, c'est mamie avec ses 75 balais et on se fait mais non, elle y arrive et pas moi. Et voilà. Et en plus, maintenant que je progresse et voilà, que j'en suis plus forcément au début, c'est quelque chose qui est frustrant parce qu'on progresse vite au début, après on régresse pour reprogresser, on progresse par palier, on pense enfin avoir compris, on voit qu'en fait c'est pas bon parce que ça va nous amener qu'à un certain palier, il faut tout redérégler si on veut être un peu meilleur. Donc voilà, tout ça c'est hyper challengeant. Et puis alors c'est un côté assez sympa parce que bon là on est dans la nature, alors moi vous n'allez pas m'envoyer me promener 10 bornes à marcher sans rien. Par contre s'il y a une baballe à jouer, je l'ai fait mes 10 bornes quand il fait bon. Et alors j'ai un ou deux potes qui ont commencé depuis pas très longtemps, ça m'a permis de connaître un peu de monde aussi, donc de temps en temps je joue avec des gens, mais je joue presque plus souvent tout seul, parce que évidemment, un mardi après-midi, tout le monde n'est pas dispo pour faire quelque chose. Mais moi quand il fait bon, même si c'est en hiver ou à mi-saison, le mardi après-midi, j'aime bien maintenant que ma vie le permet, aller prendre le soleil. Donc voilà, j'y vais à 13h30, 14h, je vais faire ma partie de golf. Et puis les petits trucs que je fais sur mes livres, les mails à traiter, les vidéos YouTube, enfin voilà, le petit business que je fais autour, voilà, je le fais un peu le matin ou je le fais le soir en rentrant quand il fait nuit. Et je ne me fais plus ma journée de 8h, puis on arrête à 18h30, il fait déjà nuit, et comme je faisais quand j'étais salarié et où j'ai pas vu le soleil en fait. Et j'ai envie de dire, le golf a vraiment un côté hyper challengeant, au point même que la façon de calculer son index est un peu vicieuse en fait. Donc vous savez, l'index, en gros, c'est quelque chose qui est entre 0 et 54 et qui calcule sur un parcours le nombre de coups qu'on va faire au-dessus du par. Et en fait, pour calculer son index, on prend les 8 meilleurs scores des 20 derniers. Donc en fait, on a un index qui est mieux que notre moyenne des scores. Et en fait, comme le golf, c'est un peu quelque chose où on joue contre le parcours, où on joue contre soi-même, finalement, c'est difficile de jouer son index, puisque c'est pas notre niveau moyen, mais c'est les 8 meilleurs scores, la moyenne des 8 meilleurs scores parmi nos 20 derniers. Donc voilà, ça a ce côté vraiment challengeant. Et d'ailleurs, je fais un petit peu le parallèle avec l'investissement, ce fait de jouer contre soi-même, c'est un peu, je retrouve un peu des sensations que j'avais dans l'investissement. Puisque finalement, dans l'investissement, on se donne des objectifs à soi-même. On connaît tous des gens qui seraient capables de ne pas être satisfaits s'ils sont partis de rien et qu'ils ont eu 2 millions de patrimoine. Si jamais leur voisin, lui, a 2,5 millions, ou le type de personne qui ne va pas être content d'avoir un jardin de 3000 m², juste parce que le voisin en a 24 000. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner en investissement, et sinon vous n'allez jamais vous arrêter, et puis vous ne serez jamais satisfait à aucun niveau. Et c'est un peu finalement ce système de carte de score intérieure. D'ailleurs, Warren Buffett, on voit dans sa biographie qu'il parle de gens avec un tableau de bord intérieur et de gens avec un tableau de bord extérieur. Les gens avec un tableau de bord intérieur, c'est qu'ils ils ont des objectifs internes, et les gens avec un tableau de bord externe, ils le vivent par rapport à l'extérieur, par rapport à la comparaison. Voilà, ils n'ont pas de tableau de bord. Et en fait, on dit tableau de bord dans la version française de l'effet boule de neige, que je dois avoir là, enfin oui, il doit être caché derrière mes livres que j'ai exposés. Mais dans la version originale anglaise, on ne parle pas de tableau de bord, le terme exact c'est inner et outer scorecard. Finalement, le scorecard, c'est un terme, ça veut dire carte de score si on le traduit littéralement. Et carte de score, c'est vraiment un terme golfique, puisqu'en fait, au golf, quand on met nos coups, nos résultats par trou, ça s'appelle une carte de score. Donc voilà un peu sur ce côté challengeant, et à la fois c'est difficile et puis c'est un côté sympathique parce que c'est presque le seul sport
Ou sur un trou donné, finalement, même en étant presque débutant, on peut jouer comme un professionnel. Quand on regarde un professionnel, voilà, on fait la somme départ sur un 18 trous, c'est 72. On regarde au bout d'une journée, ils sont à 67. C'est-à-dire qu'ils ont fait la plupart du temps départ, parfois un coup de moins, mais que sur quelques trous. Et finalement, départ, c'est même moi qui ai commencé il y a moins d'1 an, j'en fais départ. En fait, là où je pourris mon score, c'est plutôt sur les trous ratés. Mais finalement, sur un trou donné, on peut presque jouer comme un pro. C'est pas au tennis que vous allez presque jouer comme un pro, même sur un échange. Donc voilà, ça a ce côté à la fois, on se rapproche des pros, et ce côté hyper difficile, hyper challengeant. Et même dans le système un peu d'index, que je vous ai dit, bon, il y a le fait que c'est dur de jouer contre soi-même, parce que finalement, on joue contre quelque chose qui est mieux que sa moyenne déjà. Et même le fait, alors on commence à 54 en index, et puis après 0, c'est quand on joue le par. Et moi, je vois quand j'ai commencé donc il y a 8 mois, je suis passé de 54 à 27. J'ai envie de dire, j'ai presque fait la moitié du chemin en 8 mois, puisque je suis passé de 54 à 27, il me reste de passer de 27 à 0. Mais il est probable que j'y arrive jamais à 0. Donc il y a aussi ce côté-là qui renforce la frustration, parce qu'au début, on progresse vite, et puis après, bah, les derniers points, ils vont être difficiles à chercher. Donc voilà un peu pour expliquer là-dessus. Alors, une question ensuite de The Darkness. Pensez-vous qu'il soit encore possible d'emprunter pour du locatif ou de la SCPI sans être propriétaire de sa résidence principale? Je me prends bon nombre de refus. Alors, bon, effectivement, il est plus dur d'emprunter aujourd'hui que ça l'était à une époque, mais le côté résidence principale dépend vraiment de la politique des banques. Bon, ce qui est le plus dur, en fait, je vais dire, c'est plutôt le taux d'endettement si vous avez passé le fameux seuil des 35% pour arriver à rentrer, notamment pour du locatif, dans le critère des 4%. Si vous n'êtes pas à ce taux-là et que vous n'avez pas votre résidence principale, normalement, en insistant un peu, quand je dis en insistant un peu, c'est pas forcément en allant voir que sa banque et une autre, hein, il faut faire le tour des popotes, il faut aller faire le tour des popotes, hein, comme moi-même je l'ai fait quand je commençais à accumuler un certain nombre de biens à un certain niveau d'endettement. On peut pour moi encore emprunter sans avoir CRP, et je l'ai vu il y a encore pas très longtemps sur une connaissance. Donc c'est pas forcément ça qui bloque. Ce qui bloque, c'est le HCCF, il faut arriver à passer dans les dérogations. Ce qui bloque, ça va être un peu les problématiques de taux d'usure pour les profils un peu justes financièrement, parce qu'il y a un déphasage entre la mise à jour du taux d'usure et la remontée des taux. Donc quand les taux montent vite, en fait, le taux d'usure qui est lissé ne rattrape pas assez vite. Mais sur les RP, en gros, tu me poses la question aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, la question, on me l'a posée déjà il y a 5 ans, quand en gros on ne parlait pas des difficultés à emprunter, on ne parlait pas de HCCF, etc. Donc en fait, elle a toujours existé. La politique des banques, c'est pas la même d'une banque à l'autre. Dans une même banque, elle n'est pas la même d'une période à l'autre, c'est plus ou moins restrictif. Mais en faisant le tour des popotes, c'est quelque chose qu'on arrive à surmonter, en tout cas pour du locatif. Pour des SCPI, je mettrais peut-être un bémol, parce que quand on met pas un peu de SCI maison, elles ne sont pas hyper fans, c'est toujours un peu compliqué. Ou alors il faut aller plutôt vers des courtiers spécialisés en prêt de SCPI, mais avec des taux qui seront un peu moins sympas que vous auriez eu pour un emprunt IMO classique. On va s'arrêter là, c'était la dernière question pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas le système, hein. Si vous voulez que je réponde à vos prochaines questions, vous mettez un petit commentaire à cette vidéo, et uniquement à cette vidéo, je ne répondrai pas à ceux qui sont ailleurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je mets dans la description les liens des choses dont on a parlé, sur lesquelles je vous ai renvoyé au cours de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.